Bonjour à tous, donc nous allons aujourd'hui attaquer la correction des exercices qui étaient à faire sur le chapitre donc sur la lumière, donc on va y aller tranquillou, voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par revenir sur un petit point fondamental, les lois de Snell-Descartes, et en particulier celle qui relie l'angle d'incidence I1 du faisceau de lumière qui arrive dans le milieu 1, d'indice optique N1, et l'angle de réfraction I2 qui est donc mesuré dans le milieu 2 d'indice optique N2. Question, c'est quoi un indice optique? C'est effectivement une très bonne question. Donc là on les a notés, N1 et N2 sont les indices optiques des milieux 1 et 2. Ces indices optiques c'est quoi? Eh bien en fait c'est un nombre, déjà, un nombre qui est supérieur à 1 systématiquement, et qui vaut le rapport, la division entre la vitesse de la lumière dans le vide, C, et la vitesse de la lumière dans le milieu qu'on regarde. Donc en fait, en fonction des milieux qu'on va considérer, la lumière va pas se propager globalement à la même vitesse, et on va caractériser ça par cet indice. Et c'est ce rapport, cet indice, qui intervient dans la loi de Snell-Descartes. Alors par exemple, quand vous avez un milieu dont l'indice est proche de 1, la vitesse dans ce milieu-là se rapproche de la vitesse dans le vide, 300 000 km par seconde. Typiquement, c'est le cas de l'air. Quand l'indice vaut 1,5, par exemple dans le plexiglas, ou d'autres matériaux comme ça, dans certains verres, vous allez vous retrouver avec une vitesse proche de 200 000 km par seconde. Alors c'est inférieur, ça gêne pas grand chose dans la plupart du temps, on s'en rend pas compte, mais par contre ça change l'angle, et c'est important pour calculer l'angle dans la réfraction. Voilà, et donc juste par exemple si vous prenez certains milieux comme le diamant ou les pierres précieuses, l'indice peut monter à 2,5, et c'est une des raisons pour lesquelles les diamants brillent beaucoup, c'est parce que il y a beaucoup de réfraction à l'intérieur. Bien, alors, loi de Snell-Descartes. La suite, on va essayer de faire un petit exercice. Alors, ici, on a une formule, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2, et on nous demande d'isoler la grandeur N2. Alors pour faire ça, c'est simple, je vais diviser par sinus I2 à gauche et à droite. J'ai le droit parce que sinus I2, a priori, il n'est pas nul. Et donc je peux, en simplifiant, retrouver que N2 vaut N1 fois sinus I1 divisé par sinus I2. Donc maintenant, si on me demande de calculer la grandeur N2, donc l'indice optique du milieu, dans le cas où N1 vaut 1, par exemple, ça serait le vide ou de l'air, I1 vaut 60 degrés et I2 vaut 45 degrés. Bon, là, dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions, il faut absolument qu'on sorte la calculatrice. Et on va taper ça sur la calculatrice. Alors attention, il faut faire bien attention à un truc. Il faut impérativement que la calculatrice soit en degrés. Alors normalement il y a marqué deg quelque part ou degrés, ça dépend des calculatrices. Mais s'il faut faire le calcul en degrés, en effet on va préciser les angles avec des degrés. C'est une unité de mesure. Il y a les radians aussi, vous verrez plus tard. Mais c'est important que la calculatrice calcule les sinus en degrés et pas en radians, par exemple. Bien, et donc on trouve N2 vaut 1,22. Donc il n'y a pas d'unité, puisque c'est un rapport de deux vitesses, des mètres par seconde divisé par des mètres par seconde, ça fait 1, ça fait rien. Donc il n'y a pas d'unité, et c'est 1,22. Ici, l'indice qu'on cherchait. Voilà, donc j'espère que c'était clair, et puis si vous retombez sur ce genre d'exercice, maintenant vous savez faire. Alors, corriger le premier exercice de la série, l'exercice 23, page 235. Alors, on y va, donc de quoi est-ce dont ça s'agit? Alors, le bon mot. En fait, là, on a un schéma qui a été fait, qui est juste. Il va falloir le légender. Eh ben, on y va. Donc, le foyer objet, c'est la position à gauche de la lentille convergente du foyer par lequel passe toute la lumière quand elle va à l'infini. À droite, elle va tout droit parallèlement à l'axe optique, c'est qu'elle va vers l'infini, donc c'est le foyer objet, à gauche. En face, à droite, vous avez le foyer image. Toute la lumière qui vient de l'infini, parallèlement à l'axe optique, va passer par le foyer image. Là, les faisceaux de ce type ne sont pas dessinés sur le dessin. Ensuite, l'axe fléché qui va de gauche à droite, la principale, c'est l'axe optique. Le centre de la lentille O, c'est le centre de la lentille. La lentille étant représentée par la flèche bleue, là, au milieu.
La distance focale, c'est la distance physique, hein, en mètres donc, entre le centre de la lentille O et le foyer objet. Alors, le centre de la lentille O, on peut le matérialiser, hein, c'est le centre de la lentille c'est un bout de verre ou un bout de plastique. Par contre, le foyer objet, il n'a pas d'existence physique, hein, c'est un objet virtuel, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il a une propriété, tous les rayons lumineux qui passent par le foyer objet vont à l'infini, mais cet objet n'existe pas. Et donc la lentille convergente, elle est matérialisée par la flèche bleue au milieu. Voilà. Donc on a mis tous les mots, je crois. Et on passe à la suite. Alors, ici, exercice 24. On doit déterminer graphiquement la position et le sens de l'image de l'objet AB par la lentille convergente. Donc on a représenté avec des carreaux pour plus de facilité le schéma. Donc on vous dit que OA fait 7 cm, donc j'ai mis 7 carreaux entre O et A ici. Puis là il y a B. Hop. Voilà. Et donc j'ai représenté à 3 cm, donc 3 carreaux ici, OF', et OF ou OF' font la même distance en fait, hein, ils sont F et F' sont à la même distance de O. Donc c'est pour ça que c'est symétrique, et donc j'ai placé F' à 3 cm à droite de O, et F à 3 cm à gauche de O. Voilà, maintenant on va tracer les rayons lumineux, histoire de repérer où est la position de l'image de AB, donc A'B'. Alors premier rayon lumineux, c'est celui qui part parallèlement à l'axe optique, il va taper dans la lentille, et il passe par F'. Donc ça nous donne ce premier rayon. Deuxième rayon lumineux, on va faire celui qui passe par O, le centre de la lentille. Alors lui, il part tout droit, hein, il n'est pas dévié. Et le dernier rayon, alors on n'en aura pas besoin parce qu'en fait, on sait déjà que l'image du point B, elle se situe à l'intersection entre les deux droites à droite. Sauf qu'on va quand même vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on ne sait jamais. Et donc on va dessiner le rayon lumineux qui passe par le foyer objet. Lui, il sort parallèle à l'axe optique. Et ces trois droites sont concurrentes, elles se coupent en un point, qui est l'image de AB. C'est A'B'. Alors A', l'image de A, j'ai un peu l'impression d'avoir 5 ans quand je dessine avec la souris. L'image de A, c'est A', elle est sur l'axe optique, et l'image de B, c'est B', elle est en dehors de l'axe optique. Alors ce qu'on observe ici immédiatement, c'est que A'B' est à l'envers par rapport à AB. Et si vous vous rappelez le TP qu'on avait fait avec la lettre F, quand on faisait l'image de la lettre F par la lentille, on retrouvait la lettre F à l'envers. Ben, c'est pour ça. Même phénomène qu'on retrouve ici, mais graphiquement. Et enfin, on va calculer le grandissement. Alors le grandissement, il est défini comme le rapport entre la taille de l'image sur la taille de l'objet. Là ici, la taille de l'image, c'est 1,5 carreau. La taille de l'objet, c'est 2 carreaux, 2 cm. Le rapport entre les deux, ça fait 0,75. Et comme c'est une distance divisée par une distance, il n'y a toujours pas d'unité, c'est 0,75. Et ce grandissement, on le note habituellement gamma, la lettre grecque. Voilà, donc ça c'est l'exercice 24. On a répondu en utilisant la définition du grandissement et les 3 rayons spécifiques. Exercice 25. Alors là, cette fois-ci, c'est à l'envers. J'ai mon image et j'ai mon objet, et je voudrais savoir où sont les positions des foyers, objets et images. C'est-à-dire que je cherchais F et F'. Alors, sachant que, là encore, hein, on a une lentille convergente, F et F' sont symétriques par rapport à O. Alors, bah là, on va faire tout simplement le même travail que d'habitude. On va dessiner les rayons. Alors, premier rayon, c'est le rayon qui passe par le foyer objet, va à l'infini. Donc là, on peut le redessiner. On part de l'image, on part de là, hop, on revient jusqu'à la lentille parallèlement à l'axe optique. Et ce point-là, ici, bah forcément, c'est l'image, enfin, les rayons lumineux qui partent de B et qui vont par là, ils passent par le foyer objet. Donc on sait que le foyer objet, il est par là. Ici. Hop. Ensuite, on dessine le rayon lumineux qui passe par le centre optique de la lentille. Lui, il n'est pas dévié. Et enfin, on dessine le dernier rayon lumineux, celui qui part de là, parallèlement à l'axe optique, qui passe par là. Et lui, il va passer ici par un autre point, hop, qui est le foyer image.
Et donc on va placer le foyer objet au bon endroit, le foyer image au bon endroit. Normalement, on peut vérifier que OF' est égal à OF. Les deux segments font la même longueur, 3 cm ici. Ou 3 carreaux, comme vous voulez. Voilà, voilà. Maintenant, graphiquement, on va déterminer le grandissement. Bah, ça, c'est assez facile. Hein. On prend la taille de A'B'. Donc, rappelez-vous, hein, A', hop, B', il est à droite. AB, B, ah, oui, j'ai inversé les lettres. Oups. Bon. BA, il est de l'autre côté. La distance entre A'B', c'est 3 carreaux. La distance AB, c'est 2 carreaux. Donc 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Le grandissement vaut 1,5. Alors vous voyez que le grandissement, en fonction de l'endroit où on met l'objet, il va changer. Ça c'est important, c'est pas une propriété de la lentille, le grandissement, c'est une propriété de la position de la lentille par rapport à l'objet et par rapport à sa focale. Hein, c'est pas que la lentille. Voilà. Alors, ce que j'appelle focale, c'est la distance focale, hein, effectivement. Des fois, par abus de langage, on dit la focale. Voilà. Allez, exercice suivant. Exercice 31. Alors, l'exercice 31, donc, il est page 236. Donc, là, on vous présente la photo d'une expérience. Et la première question qu'on vous pose, c'est préciser la position de la source laser dans ce dispositif. Bon, alors, on a 3 positions possibles. Hein, puisqu'on a 3 rayons lumineux, on en a un qui... Le rayon laser, il pourrait partir de là, ou de là. Alors, comment on va faire pour choisir parmi les 3 la bonne? Alors, on peut faire plein de choses, on va essayer de raisonner par l'absurde. Mettons que le rayon lumineux parte de la position 1. Bah, s'il part de la position 1, quand il va taper sur la surface de séparation ici, entre les deux milieux, il va se passer, deux choses. La première, c'est qu'on va avoir une réflexion. Donc on s'attend à avoir un rayon lumineux qui repart dans le milieu du haut, avec un angle identique à l'angle d'incidence, et on va avoir une réfraction. Alors le rayon réfracteur, on en a bien, hein, il y a bien un rayon qui part en bas, mais par contre on n'a pas de rayon lumineux qui part vers le haut, dans le même milieu que le milieu d'origine. Il n'y a pas de réflexion. Donc s'il n'y a pas de réflexion, c'est que c'est pas le rayon incident, le rayon 1. Donc le rayon 1, c'est pas possible. Le rayon 2 ici, bah le rayon 2, on pourrait imaginer qu'on ait effectivement à l'arrivée sur l'interface une réflexion. On voit un rayon lumineux qui est à peu près avec le même angle. Donc ça, c'est possible. Par contre, la réfraction, ça serait normalement comme ça, par là. Ça revient pas en arrière, la lumière, pas suite à une réfraction. Donc là, il y a un problème. Il manque, enfin, le rayon lumineux réfracté, il n'est pas du bon côté dans le dessin pour que ça marche. En fait, il marche que dans le rayon 3. Le rayon 3, c'est bien le bon rayon. Là, on regarde, quand on arrive ici, on a un rayon réfléchi et un rayon réfracté du bon côté. Donc ça, c'est bon. Le rayon lumineux, il vient de la position 3. On a trouvé la position du laser. Alors après, on nous propose un exercice qu'on a déjà fait, mais déguisé un peu différemment. Donc, l'indice du milieu en bas, du milieu liquide, on ne sait pas lequel est-il, donc on l'a noté N en bas. Il est inconnu. L'indice l'angle d'incidence, il vaut 43,5, et l'angle de réfraction, il vaut 66. Bon. Le milieu au-dessus, donc le milieu en haut, N en haut, c'est l'air, donc il vaut 1. Alors, on va écrire la formule, la relation de Snell-Descartes. Hein. N en bas fois sinus de l'angle d'incidence égale N en haut fois sinus de l'angle de réfraction. Bon, ben ça, on va séparer N en bas, puisque c'est ce qu'on cherche des autres variables, et on écrit donc que N en bas, ça vaut N en haut fois sinus I réfraction sur sinus I incidence, et on a trouvé cette formule de la même manière que à au premier travail, donc c'est le même principe. Pareil, là aussi il va nous falloir la calculatrice, on tape 1,0 ou 1, puisque c'est l'indice de l'air, N en haut, fois sinus 66, l'angle de réfraction, divisé par sinus 43,5, l'angle d'incidence, et on trouve 1,327144, qu'on va dire à 1,327. Et donc,
On garde 1,327 pour n en bas. Et la dernière question qu'on nous demande, c'est d'identifier la nature du liquide. Donc on prend le tableau qu'on nous donne, on regarde quelle est la valeur la plus proche dans ce tableau de celle que l'on a trouvée expérimentalement, et on se rend compte que la valeur la plus proche, c'est celle de l'eau. Donc visiblement, le liquide qui est en bas, c'est simplement de l'eau. Voilà. Si ça avait été par exemple de la glycérine, on aurait trouvé des angles différents, et on aurait pu identifier que c'était de la glycérine et pas de l'eau. Voilà. Alors cette technique de mesurer l'indice de réfraction pour identifier un liquide, c'est utilisé par exemple pour le sucre, pour les concentrations en eau sucrée, et ça peut être utilisé pour identifier deux matériaux. L'avantage, c'est que faire passer de la lumière dans un liquide, ça l'abîme pas, ça le dénature pas, moins, sauf si c'est un liquide très fragile, et donc ça peut être une très bonne technique d'analyse. Pas hyper précis, mais ça peut marcher, dans certains cas. Ok, alors exercice 35, alors là on change un petit peu d'ambiance, vers l'infini et au-delà. Donc là, on va regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à la vitesse de la lumière. Donc on sait que la vitesse de la lumière vaut 300 000 km par seconde, et on nous demande de calculer quelle est la distance parcourue par la lumière en une seconde, un jour ou un an. Alors en une seconde, la lumière parcourt 3 fois 10 puissance 8 mètres, et pour calculer ça, j'ai multiplié la vitesse de la lumière par le temps. Le temps ici c'était une seconde, la vitesse 300 000 km par seconde, ça fait 300 000 km ou 3 fois 10 puissance 8 mètres. En un jour, bon là c'est pareil, il va falloir que je calcule juste en un jour il y a combien de secondes. Alors on va prendre une valeur toute simple, c'est une heure c'est 3600 secondes, donc on prend, ici on a une heure, et dans une journée on a 24 heures, donc 24 fois 3600 ça fait le nombre de secondes dans une journée. Et là on trouve comme réponse 2,592 fois 10 puissance 13 mètres, ce qui est assez considérable comme journée, comme distance, pardon, en une journée. Et enfin, en un an, une année-lumière, en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'appelle, une unité qu'on utilise en astronomie. Donc, la distance et la vitesse fois la durée, 3 fois 10 puissance 8, donc la vitesse toujours. Donc là, on va prendre 365 jours par an, 3600 secondes par heure et 24 heures par jour. Et on trouve 9,46 fois 10 puissance 15 mètres. Alors après, juste petit détail, ici j'ai pris 365. C'est une valeur approchée. Si on voulait calculer par rapport à une année sidérale, c'est-à-dire le temps que met la Terre à revenir exactement à la même position dans l'espace autour du Soleil, après sa rotation autour du Soleil, ce temps-là, il vaut pas 365 jours, il vaut 365 jours, un quart de journée, c'est pour ça qu'on a des années bissextiles, et encore quelques pouillèmes qui traînent. Bon, on va pas épiloguer très très longtemps, ça n'a pas une très très grande incidence sur la valeur, enfin, si on voulait calculer la valeur avec toutes les décimales de l'année-lumière, ça serait important. Là, c'est pas très très important, et si vous avez utilisé 365,25 jours par an au lieu de 365, vous verrez que ça change pas grand-chose. Bien. Ensuite, on nous dit qu'un vaisseau spatial pourrait parcourir la distance alpha du Centaure, la Terre, en 4 secondes. Alors, on nous demande sa vitesse, là c'est assez facile, On va prendre la distance qu'il va parcourir, divisé par le temps qu'il met à la parcourir. Donc la distance, c'est 4,13 fois 10 puissance 13 km, c'est ce qui nous est donné dans le texte. On multiplie par 1000 pour transformer les kilomètres en mètres. Et on divise par 4, puisqu'ils disent qu'il met 4 secondes à faire la distance. Et là, on trouve 1,03 fois 10 puissance 13 mètres par seconde. C'est une vitesse qui est juste prodigieusement élevée. Cette vitesse est supérieure à la vitesse de la lumière, premièrement. Et pour l'instant, on n'a jamais observé quoi que ce soit qui aille plus vite que la vitesse de la lumière. Rien. Rien. Il n'y a rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Ce qui fait que cette hypothèse de base dans ce film n'est pas réaliste. Elle ne correspond pas à ce qu'on a pu observer dans le monde. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on sera jamais capable d'aller plus vite que la vitesse de la lumière, mais pour l'instant, on ne sait pas faire, et rien n'interdit d'imaginer des choses, mais on peut pas, pour l'instant, on n'a rien observé. Voilà, donc pour l'instant, les histoires à base de Buzz l'éclair et d'aller vers l'infini et au-delà, c'est pas encore possible, mais peut-être un jour. Bien, alors on va maintenant attaquer le dernier exercice, l'exercice 36, page 238.
Bon, alors, ici, on nous demande d'identifier dans un dessin, d'optique géométrique, hein, on nous demande d'identifier, de reconnaître la situation où on a théorème de Thalès qu'on va pouvoir appliquer. Alors pour faire ça, c'est assez simple. On va commencer par essayer de simplifier un peu ce dessin. D'abord, on va voir qu'on a deux droites qui sont concurrentes en un point O. Donc la droite qui correspond à l'axe optique et la droite qui passe par B et O et donc qui n'est pas déviée. Donc ça passe par B' aussi. Bien, et ensuite on va identifier deux segments qui sont perpendiculaires à l'axe optique, AB et A'B'. Et si on regarde que ces deux droites et ces deux segments rouges, on observe qu'on a en fait effectivement une situation de Thalès. On reconnaît deux triangles, OAB et OA'B', qui sont en fait deux triangles qui sont proportionnels l'un et l'autre. Donc on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, il nous dit que A'B' sur AB, il est égal à OA' sur OA. C'est aussi d'ailleurs la définition du grandissement. Bon, alors maintenant, si on analyse le texte, on se rend compte que on a un certain nombre d'informations. Ils nous ont donné AB, puisque AB, c'est la taille de l'objet. Elle vaut 2 cm. Ils nous ont donné OA', puisque OA', c'est 20 cm, ça a été mesuré. Ils nous donnent OA, puisque OA, c'est pareil, ça a été mesuré, ça vaut 15 cm. Et la valeur qu'on essaie de chercher, en fait, la valeur qu'on cherche, c'est A'B'. Donc là, on a une équation ici, où on a toutes les informations, sauf une qui est inconnue. Et ça, on sait gérer. Donc, on va écrire que A'B', c'est égal à OA' sur OA fois AB, en divisant l'équation ici par, en multipliant par AB de chaque côté. Et une fois qu'on a écrit ça, bon, on n'a plus qu'à remplacer les valeurs numériques par ce qu'elles, enfin les lettres, les symboles par ce que valent leurs valeurs numériques. Donc OA' vaut 20 cm, OA vaut 15, AB vaut 2 cm. Et donc à la fin, on retrouve que A'B' vaut 2,667 cm. On peut vérifier sur l'écran que, effectivement, sur le dessin, A'B' a l'air un petit peu plus grand que AB. Et donc voilà. C'est donc ce qui nous conclut l'exercice 36. Bien, alors, sachez que vous aurez dans les prochains temps un QCM sur Pronote pour vérifier que vous avez tout bien compris, avec des questions sur ce chapitre, et que sur ce chapitre. Et la semaine prochaine, nous attaquerons un nouveau chapitre sur l'électricité. En fait, on va faire un petit peu le cours qui correspond au TP qu'on avait fait ensemble précédemment. Voilà, donc prochain chapitre, électricité. À très bientôt, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, restez chez vous.